Bonjour tout le monde, donc Kimberly Brioux, je suis maître de conférence en psychologie du développement, actuellement en poste à l'UCO Niort et également membre associé du laboratoire de psychologie et d'ergonomie appliquée à l'université Paris-Cité. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais prévu une intervention sur la thématique générale de l'éducation à l'orientation et des compétences à s'orienter. Et plus particulièrement, je voulais vous partager en fait un dispositif qu'on a mis en place l'année dernière, donc un dispositif tout récent à l'attention des étudiants et étudiantes en troisième année de licence de psychologie pour les accompagner justement dans la poursuite post-licence. Ça va, je pense, être en continuité avec ce qu'on vient d'écouter jusqu'à présent. En tout cas, j'espère. Alors, si on reprend un petit peu du début, hein, pour contextualiser finalement de quoi on parle quand il s'agit d'orientation, notamment au XXIe siècle, donc on reprend en général une citation voilà, du rapport du Conseil de l'Europe de 2008 qui définit l'orientation finalement comme un ensemble d'activités qui vont permettre à chacun, chacune, quel que soit le moment de leur vie, de pouvoir identifier, déterminer leurs capacités, leurs compétences, leurs intérêts et surtout de prendre des décisions dans les champs de l'éducation, la formation, aussi l'emploi et de pouvoir finalement gérer l'ensemble de leur parcours grâce au développement et à la mobilisation ou remobilisation de cet ensemble de compétences. Donc, ce qui est intéressant finalement dans cette petite citation, c'est quelques aspects critiques. Si on lit un petit peu entre les lignes, c'est de pouvoir concevoir la vision de l'individu et du monde qui va être changeant, donc en mouvement. Quand on parle de transition notamment ou de parcours, voilà, on est sur des axes très dynamiques que l'individu doit finalement apprendre à gérer, alors par lui-même ou avec l'aide évidemment de tiers, comme on a pu le voir jusqu'à présent avec les dispositifs qui ont été présentés notamment. On est aussi dans une perspective d'orientation tout au long de la vie et on a pu aussi l'apprécier avec le témoignage de Margot, finalement, avec un parcours loin d'être linéaire, au contraire, et qui s'est construit au fur et à mesure de la maturité, comme ça a été cité, mais aussi des opportunités qui ont été offertes ou présentées. Et on a aussi un dernier aspect critique qui est intéressant ici à citer, c'est celui de la responsabilité des politiques publiques dans finalement la mise en œuvre de cette citation, donc de la définition de l'orientation, voilà, qui est celle qu'on comprend, mais comment sur le terrain, dans la réalité, on va pouvoir accompagner les jeunes ou les adultes dans ces activités-là. Donc, rapidement, pour l'évoquer, il y a eu évidemment plusieurs réformes que vous connaissez tous, des réformes pour accompagner l'orientation et la réussite étudiante. Donc, au niveau du supérieur, on a trois réformes assez conséquentes qui ont vu le jour depuis les années 2000. Donc, en 2007, la loi LRU. En 2013, la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et enfin, depuis 2018, la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants qui a amené effectivement à un certain, je dirais entre guillemets, renouveau sur les pratiques qu'on pouvait avoir à l'université. Tout à l'heure, donc les projets d'unité d'enseignement, par exemple, projets personnels et professionnels de l'étudiant, découvertes étudiantes, etc., qui ont été cités, ont été aussi renforcés, il me semble, par cette loi ORE de 2018. Et ces trois réformes, en fait, ce qu'elles ont de commun, c'est plusieurs enjeux. Donc, d'une part, évidemment, renforcer les politiques et les pratiques d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle qui sont très importantes. Renforcer aussi la professionnalisation et le suivi des parcours de formation, ce qu'on retrouve beaucoup plus aussi aujourd'hui dans des licences dites généralistes ou générales, comme par exemple peut l'être la licence de psychologie dont on va parler tout à l'heure. Donc renforcer vraiment la professionnalisation de l'étudiant tout au long de son parcours. Alors ça peut être via différents dispositifs, hein, les stages, les fameuses unités d'enseignement, projets personnels et professionnels de l'étudiant, etc. Donc tous ces espaces, comme ça a été dit, de réflexivité, voilà, qui permettent aux jeunes aussi de maturer un petit peu son projet. Et un dernier enjeu aussi à ces réformes, c'est de favoriser l'approche par compétences ou APC dans les parcours de formation pour que les étudiants puissent finalement identifier
toutes les compétences qu'ils vont effectivement développer sur 3 ans, 5 ans et ainsi de suite en fonction du parcours qu'ils vont construire et que ces compétences-là, ils puissent les conscientiser, les valoriser, c'est autre chose aussi, et ensuite les remobiliser évidemment dans d'autres contextes au-delà du cadre académique et universitaire. Donc, ce que j'ai proposé aussi, c'est de vous parler voilà, de l'éducation à l'orientation. Donc, juste pour situer un petit peu la notion, parce que l'éducation à l'orientation, c'est assez vaste, on va dire, comme thématique. Donc, on peut y mettre différentes définitions. Donc, celle que je propose ici, c'est celle de Jean Guichard, qui date de 2006 et qui va définir l'éducation à l'orientation comme tout un ensemble de pratiques qui ont une coloration ou une composante pédagogique. Donc, ça va être de la transmission d'informations, des modules pédagogiques qui vont être construits. Ça va être l'illustration concrète de la suite de ma présentation, ou encore des séminaires ou des visites, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, voilà, des lycéens qui vont aller s'immerger dans l'université ou dans d'autres secteurs que l'université, mais en tout cas qui vont visiter ou s'immerger dans des cours, voilà, pour faire l'expérience d'eux. Et la fonction de ces modules-là, ça va être de préparer les individus à faire face justement à la construction de leur parcours d'orientation en pouvant développer justement ces fameuses compétences pour s'orienter dans la vie en général, mais aussi pour des compétences pour gérer ces transitions qui, comme je le disais tout à l'heure, sont dynamiques. Des transitions, elles peuvent être anticipées. Voilà, je passe du collège au lycée, c'est anticipé. Par contre, voilà, j'ai prévu de faire un stage et finalement, il se trouve que le terrain de stage n'est plus à même de me recevoir. Voilà, c'est une transition qu'on n'a pas anticipée. Donc, comment on va faire face et qu'est-ce qu'on va déployer finalement pour pouvoir la dépasser. Et c'est l'aspect critique sur lequel on arrive, c'est-à-dire les compétences à s'orienter qui vont être mobilisables et remobilisables tout au long de la vie, si on reprend la perspective que je citais tout à l'heure. Donc, quand on parle de compétences à s'orienter, ici, on est, pour donner une définition générale aussi, de Sultana en 2012, qui est vraiment un des spécialistes des compétences à s'orienter au niveau international. Donc, lui, il le définit sur la base d'un consensus, évidemment, avec plusieurs autres chercheurs du domaine, comme un ensemble de compétences qui vont fournir aux personnes et aux groupes de personnes un ensemble de méthodes, évidemment structurées, qui vont permettre de recueillir, analyser, synthétiser ou encore organiser un certain nombre d'informations sur soi, les formations, les métiers, mais aussi les compétences pour définir et gérer les transitions et les décisions. Donc, on a parlé tout à l'heure dans les présentations qu'on a écoutées de facteurs qui entrent en compte dans la prise de décision, qui effectivement est un processus où vont rentrer différents facteurs, voilà, à prendre en compte, à considérer, qui peuvent être plus ou moins faciles ou facilitants pour certains individus. Et c'est comment ces compétences vont aussi soutenir ce processus de prise de décision et aussi ce processus de faire face en fait à telle ou telle transition, qu'elle soit anticipée ou non d'ailleurs. Et cette définition générale, comme je disais tout à l'heure, elle recouvre aussi différents aspects critiques qu'il faut avoir en tête. Donc, d'une part, elles permettent de structurer l'éducation à l'orientation et l'orientation tout au long de la vie, puisque finalement, elles vont nous permettre de nommer en fait des éléments ou des actions qu'on va développer envers les élèves, les étudiants, les adultes, etc., etc. Donc, elles vont nous permettre de nommer ces choses-là, de les définir et de fait de fixer des objectifs précis aux activités qu'on va pouvoir proposer finalement aux personnes. Les compétences à s'orienter aussi, elles se déclinent en termes de savoir, donc les connaissances, les savoir-faire, donc l'application des connaissances, et enfin les savoir-être. Donc on a pu entendre tout à l'heure aussi la notion de soft skills, donc qui correspond au savoir-être aussi, qui sont plutôt des attitudes qu'on va traduire en fait ensuite en termes de comportement. Et ces savoir-faire, savoir-être vont former ce qu'on appelle finalement le savoir-agir, donc le savoir-agir en situation, évidemment contextualisable et remobilisable, comme on l'a cité déjà. Et un dernier aspect critique sur les compétences à s'orienter, c'est qu'elles revêtent aussi des spécificités socioculturelles, évidemment, dont il faut tenir compte, donc en fonction de là où on est, des caractéristiques du public qu'on est amené à accompagner. Évidemment, on va avoir des subtilités auxquelles il faut être attentif. Donc,
avant de vous présenter concrètement le dispositif voilà, dont il est question ici, juste voilà, quelques petites notions sur les éléments sur lesquels on se base avant de concevoir un dispositif d'aide à l'orientation. Donc, nous, on se base beaucoup sur les préconisations basées sur les preuves scientifiques ou evidence-based practice, voilà, qui nous permettent en fait de rendre compte de différents points ou différents garde-fous, si on peut dire ça comme ça, donc des éléments, vraiment des points de vigilance avant de rentrer vraiment dans la construction du module ou du dispositif. Donc déjà une structuration en plusieurs séances, c'est le cas du dispositif que je vais vous présenter où on va avoir 6 séances de 2 heures, donc pour une visée en fait progressive dans l'accompagnement de l'étudiant. La rédaction aussi d'une synthèse écrite sur les objectifs, alors les objectifs finaux, généraux et évidemment les objectifs intermédiaires qui recouvrent chacune des séances et un plan d'action à mettre en œuvre. Donc, la façon dont on va transposer finalement l'objectif en termes pratiques. Fournir aussi et travailler sur des informations relatives au monde professionnel, favoriser la recherche et le travail en dehors des séances. Donc ça, on l'illustrera aussi. On incite vraiment les étudiants à être proactifs dans les expériences qu'ils peuvent faire pendant et en dehors de ces séances-là. On va inviter aussi à comparer plusieurs options, les moyens à disposition pour les mettre en œuvre. Comme on a vu, un parcours, c'est dynamique. Donc, on a le plan A, mais évidemment, le plan A qui est linéaire va être aussi accompagné de différentes passerelles, voilà, différents parcours qu'on va pouvoir suivre en parallèle. Voilà, proposer des échanges aussi individuels pour traiter des points spécifiques avec les étudiants en fonction de là où ils en sont. Donc ça, c'est la partie plus individualisée du module. Et enfin, s'appuyer, sur des témoignages de personnes qui ont, entre guillemets, réussi, donc des expériences de réussite sur lesquelles les étudiants vont pouvoir prendre modèle, en quelque sorte, s'appuyer pour pouvoir après retenir un certain nombre d'informations et avancer eux-mêmes dans la construction de leur parcours. Donc, j'en arrive à la présentation donc, du dispositif qu'on a mis en place, donc je disais l'année dernière. Donc, l'objectif pour nous, c'était d'accompagner les étudiants de troisième année dans leur orientation post-licence, d'adosser aussi ce dispositif d'aide à l'orientation à un référentiel des compétences à s'orienter, donc celui du supérieur, voilà, composé d'un certain nombre de compétences à travailler. Je donnerai quelques exemples au fur et à mesure de la présentation et intégrer aussi simultanément plusieurs méthodes d'évaluation des compétences à s'orienter. Donc, ça va être par exemple des questionnaires d'auto-évaluation, ça va être des présentations de soi, ça va être des tests de performance, etc. Donc, je vais aussi vous illustrer ça dans la façon dont on a conçu le module. Et le contexte de pourquoi on a créé ce dispositif, c'est qu'on est ici dans une licence qui a été créée assez récemment, donc dans un campus universitaire privé, donc qui est aujourd'hui à sa 4e année de création. Donc l'année dernière, ça a été la première promo de 3e année, et on est aussi dans un campus universitaire qui n'a pas de master à l'heure actuelle. Donc, une ouverture aussi pour les étudiants qui est très importante, évidemment, puisque le process de recrutement en master va se faire en dehors du campus universitaire dont on parle. Donc, c'est un public aussi qui souhaitait majoritairement poursuivre ses études vers un master de psychologie. Voilà, je le précise parce que c'est pas forcément le cas, évidemment. On peut être en licence de psycho, mais pas avoir pour souhait de poursuivre un master de psychologie. Donc là, on était plutôt sur un profil de promo qui était majoritairement voilà, engagé vers une poursuite d'études en master psycho. Et ça arrivait aussi en parallèle de la mise en place de la plateforme nationale de candidature en master, donc monmaster.gouv, qu'il fallait également s'approprier, qu'on soit étudiant d'ailleurs ou responsable de formation. Là, on était à une découverte à 2 niveaux. Et finalement, ce dispositif-là, on a vraiment pensé dans le cadre d'une conception pédagogique assez itérative à l'intersection de plusieurs enjeux. Donc, schématiquement, pour les reciter, donc on s'appuie sur un référentiel des compétences à s'orienter. On a un contexte particulier avec les 3 éléments que je vous ai cités, donc un contexte très particulier et une pratique qui est basée sur les preuves scientifiques, donc les différents éléments que je vous ai partagés tout à l'heure.
Donc, au niveau du dispositif, on a pensé la structuration en 6 séances de 2 heures. Donc, 6 séances de 2 heures, comme je disais, avec une thématique qui permet aux étudiants de progresser également dans la construction de leur parcours et de leur projet de candidature, puisque c'est ça aussi notre objectif. Donc, dans une première séance, on va être sur une introduction générale, où là, on va évidemment, comme tout enseignant, hein, poser les bases de son enseignement, poser les objectifs. On a aussi dans cette séance, ce qui est prévu, c'est un petit débat sur les compétences à s'orienter. Donc finalement, à quoi ça correspond. Voilà, on amène les étudiants à réfléchir finalement à leur parcours jusqu'à cette fameuse année de licence, etc. Donc vraiment, on crée aussi ce climat interactif qui va être voué à être reproduit tout au long des séances. Ensuite, on arrive à une deuxième séance centrée sur l'évaluation et la valorisation des compétences et des expériences. Donc là, la particularité des étudiants dont on parle, c'est qu'ils sont dans un campus où ils vont être amenés à faire des stages tout au long de leur licence. Donc L1, L2, L3, ils vont faire un certain nombre de stages, ce qui fait qu'ils ont évidemment beaucoup d'expérience à valoriser. Et c'est là qu'on va aller chercher, voilà, tu as fait ça à tel moment avec telle personne. Oui, tu as été dans une posture d'observation, mais dans cette posture d'observation, finalement, qu'est-ce que tu as pu développer comme compétences, etc. Donc, il y a aussi, en dehors des stages, hein, des dispositifs de tutorat pédagogique, etc., dans lesquels ils peuvent s'engager. Donc, on va vraiment discuter avec eux de ces éléments-là. Ensuite, quelque chose de plus technique, donc comprendre les modalités de candidature en master qui sont pas leur simple de premier abord, hein. Après, évidemment, on a énormément d'informations sur la plateforme et on peut aller s'informer aussi par ailleurs. Donc, comprendre toutes ces modalités-là, comprendre et explorer les formations et les métiers. Donc là, on est surtout sur des profils voilà, là où on est attentif, c'est on a un projet ou des projets professionnels, voilà, en tant que psychologue dans différents secteurs, et finalement comment je vais parvenir à trouver là où les formations, parce que souvent il y en a plusieurs, les formations qui peuvent correspondre à ces projets d'insertion professionnelle là. Donc on est vraiment sur cette idée d'adéquation. Et enfin, cinquième séance, on va être sur la gestion de son réseau, de ses prises de contact, parce qu'évidemment, au regard de leurs expériences multiples, ils ont des réseaux. Voilà, ils ont un certain nombre de professionnels, voilà, qui peuvent contacter ou recontacter. Et la question, c'est par exemple, voilà, quand ils demandent à quelqu'un de leur préparer une lettre de recommandation, ou quand ils demandent une lettre de promesse de stage, à quel moment on le fait, quelles informations on va donner à la personne pour qu'elle puisse structurer la lettre, etc., etc. Donc, vraiment, il y a à la fois gérer ses prises de contact, mais en même temps gérer le contenu de l'information aussi qu'on va être amené à leur transmettre. Et enfin, une dernière séance sur voilà, comment se présenter à l'écrit, à l'oral. Donc, l'écrit, ça va être évidemment, vous l'aurez deviné, la lettre de candidature ou lettre de motivation pour intégrer la formation. Et à l'oral, on leur demande en fait une présentation de soi de 2 minutes, voilà, où ils se filment et où ils se prêtent vraiment à l'exercice, voilà, de dire quelque chose de soi-même, de son parcours, de ses motivations. Voilà, c'est un exercice assez libre, mais pour qu'ils se confrontent aussi à tout ça. Et tout au long des séances, on utilise aussi un carnet de bord qui nous permet justement de soutenir le travail réflexif et les activités entre les séances. Donc, le travail réflexif, c'est tout simplement qu'à chaque fin de séance, on prévoit 10 minutes où chaque étudiant, voilà, se recentre sur lui-même et va rédiger en fait dans ce qu'on appelle les réflexions personnelles, tout ce qu'il a appris dans la séance qui vient d'avoir lieu, tout ce qu'il a appris, ce qu'il aimerait approfondir, ce qu'il a interrogé, voilà vraiment ses ressentis de la séance pour pouvoir après le récupérer lui-même dans le cadre d'activités hors séance. Donc ensuite, je vous disais tout à l'heure qu'on utilisait plusieurs outils d'évaluation des compétences à s'orienter ici. Donc le premier, c'est un questionnaire d'auto-évaluation. Donc là, on est sur la première séance. Donc on a fait le petit débat dont je vous parlais tout à l'heure sur qu'est-ce que les compétences à s'orienter finalement. Et ensuite, on leur transmet aux étudiants donc un questionnaire où ils doivent s'auto-positionner, pardon, sur finalement, est-ce qu'ils pensent plus ou moins bien maîtriser telle ou telle compétence, voilà, savoir chercher l'information, savoir
gérer son réseau, etc., etc. Donc, un niveau de 1 à 5, voilà comment il se positionne par rapport à ça. Et ensuite, nous, on va analyser les résultats et les étudiants vont recevoir une synthèse personnalisée, voilà, avec un petit commentaire sur la base des résultats qu'ils ont transmis ou qu'ils ont obtenus. Et ensuite, on réutilise ces éléments-là. Voilà, on demande aux étudiants de rapporter, revenir à la séance 2 avec leurs résultats et on fait une restitution dynamique. On va faire une comparaison de scores. Donc, on va utiliser, vous savez, la toile d'araignée, là, oui, c'est ça, la toile d'araignée ou le diagramme en radar, le graphique en radar, pour faire une petite comparaison de scores et voir un petit peu où est-ce qu'il se situe à ce niveau-là. Donc, ce que ça montre, ce point-là, ce premier point, c'est l'importance chez les étudiants de les éveiller au niveau métacognitif avant qu'ils puissent s'auto-positionner sur le questionnaire, c'est-à-dire vraiment les inviter à réfléchir quand ils voient une compétence ou une autre, etc. Vraiment qu'ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné qui pourrait démontrer que oui, ils ont un certain niveau de maîtrise ou pas de la compétence en question. Voilà, et donc ça, comme je disais tout à l'heure, c'est des éléments qui sont intégrés dans la séquence pédagogique, puisque à chaque séance, finalement, on va revenir sur chacune de ces compétences et à chaque séance, les étudiants vont pouvoir nous dire, ah oui, ben ça, je pensais maîtriser, et puis finalement, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, je suis plus trop sûre, voilà, je vais revoir ou retravailler d'une certaine façon telle ou telle compétence, et inversement, des fois, ils ont tendance à se sous-évaluer. Ça, on l'observe notamment sur la présentation de soi. Voilà, ils se sous-évaluent, certainement parce que c'est pas des exercices auxquels ils sont habitués. Voilà, à la fac, on n'en fait pas beaucoup, peut-être un peu plus avant, je sais pas. Mais du coup, ils ont plus tendance à se dévaloriser, alors que on observe quand même une bonne qualité, en tout cas, de présentation de soi et d'éléments restitués. Ensuite, on va utiliser donc un test de performance. Donc là, on est plutôt sur un quiz de type vrai-faux. Voilà, un quiz en 20 questions. Et ce quiz-là, donc, il fait plutôt écho à la séance 3, si je ne me trompe pas, que j'ai évoquée. Donc là, on va se centrer sur les connaissances de l'étudiant par rapport, d'une part, à la formation en psychologie. Voilà, des questions très simples pour vous donner un exemple. Est-ce que j'ai besoin du titre de psychologue pour exercer en tant que psychologue? Bon, a priori, ça a l'air simple comme ça, mais parfois on a certaines confusions. Voilà, le stage de professionnalisation, le titre, est-ce que tous les masters en psycho donnent accès au titre? Voilà, donc c'est un peu des questions comme ça qu'on reprend parce que des fois, voilà, on peut avoir des petites surprises dans les réponses que formulent les étudiants, même en troisième année, hein, voilà. Et évidemment, une partie aussi sur les procédures de candidature. Donc, combien est-ce que je peux faire de choix de candidature? Est-ce que les choix sont hiérarchisés, etc. Voilà, des choses un petit peu comme ça. Et ensuite, on va corriger ce petit quiz sous la forme d'un débat participatif. Donc, toujours, voilà, cette dynamique-là qu'on essaie de maintenir et de soutenir pour que vraiment les échanges permettent de nourrir aussi les uns les autres. Donc, ce qu'on observe par rapport à ça, c'est que, évidemment, le test de performance, là, il peut se prêter facilement puisqu'on est sur des questions, voilà, comme je disais, qui se prêtent bien au vrai-faux. Par contre, dans d'autres registres de compétences, quand on est sur valoriser justement ses compétences à travers ses expériences, le quiz vrai-faux, le test de performance ne s'applique pas. Donc, ça, c'est évidemment des choses aussi, quand on parle d'évaluation, il faut aussi penser aux objectifs finaux et penser à qu'est-ce qu'on évalue finalement. Donc, c'est une des questions qui est soulevée ici. Donc, après, on a aussi la question l'utilisation, pardon, des mises en situation et des écrits autoréflexifs. Donc là, c'est des exercices en fait qui ponctuent un petit peu les séances. Voilà, donc on essaie de faire varier les supports, comme vous voyez. Donc par exemple sur la question du CV. Alors évidemment, un étudiant de L3, il a déjà rédigé un certain nombre de CV. Donc pour lui, il a un niveau de maîtrise assez conséquent d'un CV. Et on va un peu tester un peu ces connaissances-là par rapport à comment on construit un CV en leur faisant analyser un CV fictif qu'on contextualise évidemment, hein, un étudiant qui va candidater dans telle formation, etc. Et on leur demande, voilà, analysez ce CV, dites-nous qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui soulève comme question, etc. Donc on va tester un petit peu leurs compétences à ce niveau-là. Et toujours pareil,
débattre ensuite de qui a trouvé quoi, pourquoi on trouve que cet élément est correct ou pas correct, etc., etc., pour vraiment les faire avancer concrètement sur ça. Donc là, évidemment, sur les mises en situation et les écrits autoréflexifs, l'observation qu'on veut faire, hein, qui va de soi, c'est l'importance que l'étudiant, évidemment, s'engage dans cette activité-là, puisque l'objectif, c'est pas que nous, on fasse à la place d'eux, c'est vraiment que l'étudiant trouve un intérêt et puisse s'engager pour après pouvoir transposer ce qu'il a appris dans cette mise en situation-là à sa propre façon de faire. Et ce qui est prouvé dans les mises en situation, c'est que pouvoir mettre à distance de soi, ça permet après de remobiliser plus facilement les constructions qu'on a pu élaborer finalement à son propre parcours, donc en ramenant finalement à soi-même. Ok, donc ça c'est un petit exemple, transposer mes expériences en compétences, voilà, dont je citais tout à l'heure. Donc on est sur la rédaction du CV que j'ai cité, la mise en valeur des compétences acquises, à la fois dans une lettre de motivation par exemple ou un entretien de sélection. Donc ça c'est un point d'attention aussi qu'on va avoir avec les étudiants, c'est de dire en fonction du contexte aussi, on va pas transmettre l'information de la même façon, si je puis dire. Donc, si on est sur le CV, ben, je marque que j'ai fait un stage à tel endroit et je vais me permettre de faire trois tirés en disant ben, observation d'entretien, observation de la passation d'un bilan psychométrique, par exemple. Voilà, donc ça donne déjà une indication de qu'est-ce que j'ai pu faire pendant ce stage-là. Dans un deuxième temps, dans ma lettre de candidature ou lettre de motivation, je peux donner des éléments plus concrets sur oui, j'ai observé la passation d'un bilan psychométrique et ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ben, discuter sur la cotation des résultats, discuter sur la restitution du bilan en fonction du public, etc. Et ça, je vais pouvoir le valoriser. Ça démontre aussi les compétences que j'ai acquises. Et enfin, pareil, sur l'oral, donc comment je vais à l'oral pouvoir discuter de ces éléments-là ou pouvoir répondre finalement à des questions qui vont m'être posées à ce sujet. Donc, pour terminer sur le dernier élément d'évaluation qu'on utilise, donc c'est le portfolio, la démarche portfolio que voilà, tout le monde connaît bien maintenant a priori, qui est assez diffusée en tout cas. Donc, on va leur demander en fait de construire un portfolio et ça nous permet d'évaluer l'unité d'enseignement globale, parce que voilà, faut pas oublier qu'on est quand même dans une unité d'enseignement qui est présente dans la maquette pédagogique, qu'il faut évaluer, etc. Donc en fait, là, on va leur demander de produire 10 documents qui sont directement en lien avec leur parcours et leur démarche de candidature en master. Donc par exemple, on leur demande voilà, une liste de toutes les candidatures qu'ils envisagent, de produire une lettre de candidature, un CV sur une des formations qu'ils auront sélectionnées pour que nous, évidemment, on ait des éléments de contexte sur lesquels s'appuyer pour évaluer leurs documents, etc., etc. Et ensuite, on va leur faire un retour personnalisé, donc préparé par l'enseignant, par l'intervenant, un retour personnalisé sur l'ensemble de leur portfolio pour qu'ils puissent voir si oui ou non, voilà, ils sont entre guillemets hein, dans la bonne voie ou est-ce qu'au contraire il faut affiner des choses. Donc pour faire court, ils ont des commentaires indicatifs sur le niveau de modification qu'ils ont à envisager sur chacun des documents. Ça peut être modification mineure, modification majeure ou alors tout est bon, il y a juste 2-3 éléments, admettons, de ponctuation ou autre, mais bon, des petits détails. Et en fonction du niveau de conseil qu'ils ont, ces éléments-là, ils sont transmis au responsable pédagogique de L3 qui va pouvoir aller convoquer les étudiants pour leur dire, voilà, j'ai reçu votre synthèse, il y a des modifications majeures à effectuer sur tel ou tel document de votre portfolio qui en fait est leur document de candidature. Donc, on va reprendre tout ça ensemble. Voilà, donc c'est vraiment une boucle, ça je ne l'avais pas précisé, mais on est vraiment sur une boucle. Donc après, évidemment, là, la principale observation qu'on fait, c'est que le nombre de documents à gérer et à évaluer est très important. Alors, on est sur un établissement privé, donc évidemment, on n'a pas 700 étudiants, sinon ça va de soi qu'on ne pourrait pas faire ça. Donc, on a beaucoup moins d'étudiants. Voilà, on pourra en parler après s'il y a des questions sur le sujet, mais il n'empêche que ça fait énormément de choses à traiter dans un laps de temps plus ou moins court. Et je finirai du coup la présentation juste
par vous présenter, oui, c'est ça, par vous présenter, pardon, les perspectives finalement qui se dessinent, puisque là, je vous disais, c'était la première année qu'on mettait ça en place. Donc là, notre objectif pour cette deuxième année d'expérimentation, c'est de pouvoir consolider la conception et l'animation du dispositif. Donc déjà, renforcer ce qu'on appelle la fidélité du traitement, donc c'est-à-dire mettre vraiment en accord les objectifs théoriques qu'on avait fixés au départ et les réalisations effectives, parce que ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on s'est fait un peu rattraper par, on parlait tout à l'heure des temporalités institutionnelles, ben justement quand la date d'ouverture des candidatures a été connue, ben en fait on avait fait notre programmation avant et il y a certaines séances qui n'ont pas pu être approfondies du fait de finalement l'ouverture des candidatures qui a été voilà annoncée, on va dire voilà un peu de temps avant. Et du coup, pareil, sur la synergie entre les séances, comme il a fallu ajuster, je dirais, en temps réel, parfois la synergie entre les séances n'était pas optimale, alors que là, avec évidemment une année de recul et un calendrier institutionnel qu'on maîtrise mieux dans les différentes étapes, on pourra maximiser aussi cette fameuse synergie pour les étudiants aussi. Donc ensuite, notre objectif, c'est de renforcer l'intégration du dispositif dans son écosystème et dans le calendrier universitaire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le fait que l'enseignant de ce module soit en lien avec le responsable de formation et qu'on puisse travailler finalement en synergie par rapport à ça. Et aussi, ce qu'on souhaite faire cette année, c'est réaliser et valoriser une étude d'impact finalement sur ce dispositif-là, parce que comme on l'a vu tout au long de la matinée, voilà, on a beaucoup d'actions, on a beaucoup de dispositifs, et ensuite l'objectif, évidemment, c'est de les diffuser, de les partager et pouvoir potentiellement les reproduire, voilà, avec d'autres publics ou les ajuster en fonction de leurs caractéristiques, etc. Et je finirai du coup sur la place de l'évaluation des compétences à s'orienter dans une séquence d'éducation à l'orientation, puisque ça reboucle avec le thème général de la présentation. Donc là, ce qu'on a pu conclure en fait par rapport à la première année d'exercice, c'est qu'on a un public, donc un public étudiant de L3, qui est en forte attente de retour, de feedback pour à la fois évidemment progresser, c'est naturel, mais aussi se rassurer. Par exemple, voilà, une étudiante pouvait dire ben moi je suis contente parce que je rédige un CV et en fait c'est la première fois que je vais avoir un retour sur mon CV, leur contextualisant à son expérience de l'université bien sûr. Donc voilà, c'est aussi se rassurer sur on produit quelque chose et on sait enfin l'écho, l'impact que ça peut avoir sur celui qui nous lit. On a un retour sur notre production. Donc après, c'est aussi un processus continu qui va exiger un niveau de suivi qui est assez important, hein, comme vous l'avez vu a priori à travers ma présentation, et surtout une vision partagée. Donc la vision partagée, là, ben, elle est garantie par les responsables de formation, les enseignants qui animent ce module, etc. Donc c'est comme ça que ça a vraiment été co-construit, et évidemment des ressources, donc des ressources humaines, financières, etc. Donc comme ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Donc des pratiques d'évaluation, par contre, ça c'est le plus négatif, qui sont particulièrement chronophages et qui sont aussi à optimiser et à valoriser. Alors valoriser dans le sens où quand on est enseignant à l'université, voilà, je vais parler comme ça, on est rémunéré sur notre temps face aux étudiants. Par contre, le travail invisible de préparation des cours et de correction, on va pas le valoriser, on va pas forcément trop en discuter. On va se dire oui, bah, c'est un peu compris dans le lot, mais en fait, c'est pas du tout le même travail. Et évidemment, ça nécessite pas le même temps. Comme je vous disais, imaginez avoir 10 documents multipliés par 50 étudiants à analyser pour faire une petite synthèse personnalisée à chacun. Évidemment, ça prend du temps et tout le monde ne peut pas le faire non plus. Et enfin, dernier élément, donc concilier et pouvoir mettre en dialogue le cadre évaluatif et le cadre pédagogique. Donc, comme on disait tout à l'heure, produire une évaluation, évidemment, c'est un objectif, mais si elle ne s'intègre pas dans notre cadre pédagogique, l'évaluation n'a pas de sens, n'a pas de signification. D'où, par exemple, le fait d'évaluer via un portfolio qui, en fait, correspond pour les étudiants aux documents qu'ils vont réutiliser ou utiliser comme modèle, en tout cas, pour ensuite rédiger leur future candidature en master.
Voilà, donc j'ai terminé. Je suis désolée, j'ai pas regardé le temps, donc j'espère Oh, que c'est j'ai bien, pas c'est trop bien, c'est bien. dépassé. Voilà, C'était nous qui étions en retard, donc c'est d'accord. parfait. C'est Bon, parfait. merci en tout cas pour votre Merci attention. beaucoup. Moi, j'ai juste une question. C'est des groupes de combien d'étudiants que vous encadrez là, Oui, alors je vais ça. juste arrêter le partage, voilà, comme ça je vous vois mieux. Alors là, l'année dernière, on était sur une promo de 36 étudiants. Et Donc, les séances de TD, c'était avec 36 étudiants ou c'était avec des groupes plus petits? alors on avait fait 2 groupes de TD. D'accord. Voilà, donc c'était avec des effectifs encore plus réduits. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris aussi le temps de contextualiser un petit Mm. peu, parce que comme je disais, on peut pas le faire si on est à 50 par TD. Voilà, Mm. enfin, en tout cas, c'est plus compliqué. Il faut ajuster un petit peu les choses ou Mm. la façon de l'animer, comme on le sait. Mais voilà. Et là, la difficulté aussi, pour pouvoir se l'approprier, nous, c'est que là, ils ont tous le même objectif. Enfin, je veux dire, c'est faire un master psycho, ou presque. Donc, c'est pas forcément simple Mm, à pouvoir déployer quand les objectifs de chacun sont mm. différents, à moins de les mettre par thème, etc. C'est Est-ce qu'il y a vrai. des Alors, questions? je Oui, peux allez-y. peut-être, en Ouais. attendant qu'il y ait des questions, vous répondre à ça, parce que là, je disais, donc majoritairement, c'était un profil de promotion qui voulait poursuivre un master psycho. Après, l'an dernier, on avait quand même quelques étudiants, donc il y en avait 4 ou 5, 4 de mémoire, qui avaient pour projet de poursuivre un master MEF, donc métier de Ah. l'enseignement, de Mm. l'éducation et de la formation. Oui, en même temps, je ne sais pas pourquoi je l'épelle, excusez-moi. J'espère que je ne me suis pas trompée, surtout. Donc, en master MEF et 2 qui souhaitaient poursuivre en école de psychomotricité. Donc, voilà, donc c'était un Mm. petit effectif. Et justement, ça faisait partie des craintes des étudiants en se disant, ben mince, moi, je ne veux pas continuer en master psycho, donc on va pas, entre guillemets, on va pas m'accompagner ou ce module ne va pas me servir, ne va pas Mhm. m'être utile, etc. Alors que finalement, alors, à part peut-être les modalités de candidature en master sur la plateforme monmaster.gouv pour les 2 étudiantes qui voulaient aller en école de psychomotricité. Donc là, effectivement, on faisait un pas de côté, mais après, pour les autres, quel que soit le type de master, on passe par la plateforme. Donc voilà, donc on pouvait quand même réussir à faire quelque chose qui rassemble en tout cas les étudiants. Mm. Merci. Des questions? Ah, je regarde le chat, mais je crois que tout le monde s'en va. Donc, il n'y a pas de Ah, questions. c'est pas mal. Encore le nombre de participants encore est très C'est ça. correct. Enfin, mais je regardais juste s'il n'y avait pas des questions. Voilà. Mm. Bon. Donc, pas de questions. Donc, on va en rester là. Très N'oubliez bien. pas le questionnaire de satisfaction dont le lien est dans le chat. Hein. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas récupéré, récupérez-le et prenez les 3 ou 4 minutes qu'il faut pour le remplir. Ça nous sera très, très, très utile. Ne serait-ce que pour avoir, pour l'an prochain, pour voir quels sont les thèmes qui vous intéressent, que vous auriez aimé voir abordés. Enfin, voilà. Ça nous permet de savoir ce que vous pensez de ce qu'on a fait aujourd'hui et de préparer la suite. Bien, on en reste là. Merci à vous d'avoir, à tous les intervenants, d'avoir participé. Et puis, merci à tous ceux qui étaient derrière leur écran, qui ne sont pas beaucoup exprimés, mais j'espère que vous avez apprécié et que ça vous permettra de vous aider dans votre travail. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.